Date historique pour l'Éthiopie et l'Érythrée. Le premier vol commercial entre les deux pays depuis 20 ans a décollé ce mercredi d'Addis Abeba. Enlèvement de plusieurs employés de la compagnie nationale libyenne de pétrole. Elle a annoncé l'arrêt des exportations de brut depuis le terminal de Zawiya. Interférence de la Russie dans la campagne présidentielle américaine 2016. Donald Trump revient sur ses propos tenus lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Finlande. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le premier vol commercial depuis 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a décollé ce mercredi d'Addis Abeba. Cette liaison vient ainsi concrétiser la spectaculaire réconciliation en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l'Afrique. Voici les images. C'est le tout premier vol commercial en partance de l'Éthiopie vers l'Érythrée en 20 ans. Cette liaison est donc un tournant historique en matière de diplomatie pour les deux anciens frères ennemis. But this day marks a unique event. Cette journée est un événement unique dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée. La frontière était fermée pendant les 20 dernières années. Aucune relation, aucun lien. Nous avons assez payé le prix. And no connectivity at all. We have paid enough price, more than enough price. Ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a fait sécession en 1993 après une trentaine d'années de guerre. Un conflit territorial sur la frontière a suivi la déclaration d'indépendance, débouchant sur une guerre faisant 80 000 morts entre 1998 et 2000. Il a ensuite été prolongé par une longue période d'hostilité qui vient tout juste de s'achever. Le mois dernier, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accepté un règlement du conflit frontalier datant de 2002. Il y a 2 semaines, il s'est rendu en visite officielle à Asmara où il a signé avec le président érythréen Isaias Afewerki une déclaration mettant officiellement fin à 20 années d'état de guerre. Le président Afewerki, lui, a, à son tour, rendu sa visite le week-end dernier, rouvrant l'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba. En Guinée équatoriale, un dirigeant de l'opposition a réclamé ce mardi la démission du gouvernement en plein dialogue national à Malabo. Pour Andrés Ezono Ondo, secrétaire général de Convergence pour la démocratie sociale CPDS, deuxième parti d'opposition du pays, le gouvernement n'a pas respecté la promesse du président Teodoro Obiang Nguema de libérer les prisonniers politiques. Reportage. Andrés Ezono Ondo, secrétaire général de Convergence pour la démocratie sociale, a exhorté le pouvoir équato-guinéen à démissionner. C'était au cours du dialogue national entamé lundi dernier. L'opposant, membre du deuxième parti d'opposition de la Guinée équatoriale, a déclaré que le gouvernement est incapable d'appliquer et de respecter les lois, notant que 13 jours après un décret présidentiel portant sur une amnistie totale des prisonniers politiques, aucun n'a été libéré jusqu'ici. Des propos face auxquels le gouvernement a tôt fait de réagir via le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Nzé Obiang. Ce dernier a assuré que le gouvernement a instruit au parquet qu'il appelle les personnalités judiciaires indiquées pour libérer les bénéficiaires de cette amnistie. Pour rappel, le président Teodoro Obiang Nguema avait décrété le 4 juillet dernier, avant l'ouverture du dialogue politique, une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Cette amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition de l'intérieur et de la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. Déjà en 2014, le pouvoir avait annoncé une amnistie, mais tous les prisonniers n'avaient pas été libérés selon Amnesty International. Au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles embourbés dans une guerre civile doivent signer demain jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir. Il sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet prochain. Toutes les parties impliquées dans le processus de paix au Soudan du Sud vont signer un accord préliminaire du partage de pouvoir jeudi. C'est ce qui ressort du communiqué publié par le ministère soudanais des Affaires étrangères à Khartoum, où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix. L'accord définitif doit être signé le 26 juillet prochain en présence du président soudanais Omar el-Béchir et d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Est. Selon la même source, ni le président Salva Kiir
ni son vice-président, le leader rebelle Riek Machar, protagoniste de la guerre civile, n'ont jusqu'à ce soir rejeté le projet d'accord. Les négociateurs de ce dernier ont d'ailleurs confirmé les 2 dates, tout en ajoutant qu'ils avaient fait des remarques. Pour rappel, lors de pourparlers le 7 juillet dernier à Kampala, en Ouganda, Salva Kiir et Riek Machar sont déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Ils ont également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Riek Machar retrouver la vice-présidence. Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. La compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé ce mardi l'arrêt des exportations de brut depuis le terminal de Zawiya. À l'origine de cette décision, la réduction de la production d'un des plus grands sites pétroliers de la Libye suite à l'enlèvement de plusieurs employés. Reportage. La compagnie libyenne de pétrole a décrété depuis lundi l'état de force majeure sur le chargement de brut dans le terminal de Zawa à 45 km à l'ouest de Tripoli. L'arrêt du chargement est dû à la réduction de la production du champ Al-Sharara après l'attaque et l'enlèvement de 4 employés de la société Akakous par un groupe armé. La société pétrolière a déclaré que 2 d'entre eux ont été libérés, mais 2 autres sont toujours détenus. Nous prions pour que Dieu facilite la libération de notre collègue Ashraf Messalem et notre collègue roumain. Ce qui est arrivé était inattendu. Nous appelons les populations locales de la région d'Oubari, surtout nos frères Touareg et Toubou, à faire prévaloir la raison et à relâcher nos 2 employés le plus vite possible. Le champ d'Al-Sharara produit 270 000 barils par jour. Invoqué dans des circonstances jugées exceptionnelles, l'état de force majeure permet une exonération de la responsabilité de la compagnie libyenne de pétrole en cas de non-respect des contrats de livraison de pétrole. Depuis la chute du régime du guide Mouammar Kadhafi en 2011 et le chaos que cela a engendré dans le pays, les travailleurs étrangers et les représentations diplomatiques en Libye ont été régulièrement la cible d'attaques et d'enlèvements par de puissantes milices ou par le groupe djihadiste État islamique. Les structures pétrolières ne sont pas épargnées par l'insécurité régnante et sont souvent la cible notamment d'attaques de groupes armés rivaux ou d'occupations abusives pour des revendications sociales. Barack Obama a prononcé ce mardi un discours en hommage à Nelson Mandela, 100 ans après la naissance de l'icône anti-apartheid. Dans son discours, l'ex-président américain a dénoncé le racisme dans les structures sociales mondiales, passées comme actuelles. Voici le reportage. À l'occasion du centenaire de la naissance de Madiba, le premier chef d'État noir sud-africain, l'ancien président américain Barack Obama a prononcé ce mardi devant quelques 15 000 personnes dans un stade de Johannesburg un discours très attendu. Le premier président noir des États-Unis a dressé un tableau plutôt sombre du monde actuel entre repli sur soi et peur de l'autre. Barack Obama a également appelé à raviver l'héritage de tolérance et d'unité prôné par Nelson Mandela. Most of Africa, including my father's homeland, was under colonial rule. La plus grande partie de l'Afrique, y compris la patrie de mon père, était sous la domination coloniale. Les puissances européennes dominantes qui ont mis fin à une horrible guerre mondiale quelques mois seulement après la naissance de Madiba considéraient ce continent et ses habitants principalement comme un butin dans un concours de territoires, de ressources abondantes et de main-d'œuvre bon marché. Abundant natural resources and cheap labor. It is a plain fact that racial discrimination. Il est évident que la discrimination raciale existe toujours aux États-Unis et en Afrique du Sud. Et c'est aussi un fait que les désavantages accumulés au fil des années de dépression institutionnalisée ont créé de grandes disparités de revenus et de richesses, d'éducation et de santé, de sécurité personnelle et d'accès au crédit. Assis aux côtés de Barack Obama, l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa n'a prononcé qu'un bref discours dans lequel il a souligné à demi-mot sa proximité passée avec Nelson Mandela
qui voyait en lui son dauphin. À noter que cette année de festivités se conclura par un immense concert en décembre à Johannesburg avec les stars américaines Beyoncé, Jay-Z ou encore Pharrell Williams. Aux États-Unis, le président Donald Trump a admis les conclusions de ses services de renseignement selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle en 2016. Une façon pour le président américain d'apaiser la vive controverse après son sommet avec Vladimir Poutine. Voici les détails. Donald Trump fait machine arrière sur ses propos jugés trop conciliantes à l'égard de Vladimir Poutine lors de leur sommet en Finlande. Si le locataire de la Maison-Blanche avait émis des doutes sur l'interférence de Moscou dans l'élection américaine en 2016, il est revenu sur ses déclarations. Le président américain a assuré admettre les conclusions de ses services de renseignement selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle en 2016. That I have full faith and support for America's great intelligence. J'ai une foi et une confiance totale dans le service américain de renseignement. Je l'ai toujours eu. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir d'autres ingérences russes dans les élections de 2018. Le président Obama a eu ces informations juste avant les élections de 2016 et ils ont décidé de ne rien en faire. La raison pour laquelle ils ont fait ça est évidente. Ils croyaient qu'Hillary Clinton allait gagner les élections. That was pretty obvious to all. They thought Hillary Clinton was going to win the election. Le président américain a affirmé avoir prononcé une phrase clé de sa conférence de presse en oubliant d'y mettre une particule négative, donnant un sens contraire à son message. Puis visite de travail du président de la Fédération mondiale des sports boules au Bénin, Claude Azema, et le président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable El Hadj Idrissou Ibrahima, ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères et celui en charge du tourisme, de la culture et des sports. Plusieurs points étaient à l'agenda de cette visite. La visite du président de la Fédération mondiale des sports boules s'inscrit en un premier temps dans ce que nous appelons séance de travail avec le président de la Confédération africaine des sports boules par rapport à certains sujets brûlants au niveau de l'Afrique, notamment le prochain championnat africain qualificatif qui aura lieu au Congo-Brazzaville en 2019. Vient ensuite le championnat du monde qui aura lieu bientôt au Canada à Desbien. En Algérie, bientôt, je crois que la semaine prochaine, ça va commencer. Les Jeux africains pour la jeunesse. Nous sommes inscrits parfaitement également là-bas pour notre jeunesse. Et là aussi, nous en avons discuté hier à travers nos séances de travail. C'est grâce à la qualité du dossier pour présenter pour le championnat du monde que l'idée est venue, elle germait déjà un petit peu, d'organiser au Bénin une épreuve exceptionnelle mondiale comptant pour le classement des joueurs et des nations. Donc on a un petit peu travaillé le sujet, on a appelé ça les masters, ça veut dire juste les maîtres, on va essayer de rester franco-français, on trouvera un nom qui sera approprié, et l'idée c'est non pas d'en faire seulement une épreuve de démonstration, de boules et peut-être de lennaise et de pétanque, mais d'en faire un événement pérenne. Donc si ça réussit bien, il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas. Je pense que la Fédération internationale de pétanque et la Confédération mondiale des sports de boules vont mettre en place des genres de, on appelle ça des Master 1000 au tennis ou des Open dans d'autres disciplines, d'en mettre en place 3 ou 4 par an dans le monde entier et de pérenniser donc l'événement du Bénin qui serait le premier. Et ces grandes épreuves où il y aurait les meilleures nations du monde, où les gens pourraient venir que s'ils ont un certain classement dans les nations, serviraient pour le classement mondial et plus tard pour la qualification pour les Jeux Olympiques, puisque vous savez que nous sommes en course pour les Jeux Olympiques 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.